Imaginez un paysan qui donne la moitié de sa récolte à l'État, pendant que le noble qui possède 100 fois plus de terres ne paie presque rien. Bienvenue dans la France de 1788, un royaume où 96% de la population finance tout le pays, pendant que les privilégiés sont exemptés. Mais voilà ce qu'on ne vous a jamais dit. Ce n'est pas le montant qui a fait exploser la France, c'est l'injustice, parce que le peuple ne payait pas pour lui-même. Il payait à la place de ceux qui refusaient de payer. Et le plus choquant dans cette histoire, c'est que Louis XVI voulait changer ce système. Il a tout tenté, mais à chaque fois, les mêmes ont bloqué ces réformes. Les mêmes qui, quelques années plus tard, ont perdu leur tête sous la guillotine. Alors ce n'était pas une révolution contre le roi, c'était une révolution contre un système devenu moralement insupportable. Et ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur 1789. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez découvrir les vérités cachées de notre histoire, abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, je vous révèle ce que les livres d'école ont oublié de vous raconter. Maintenant, plongeons dans cette ode d'histoire. Février 1788. Un village de Picardie, quelque part entre Amiens et Beauvais. L'aube est grise. Le gel mord la terre depuis 3 semaines. Les champs sont durs comme de la pierre. Dans ce paysage figé par l'hiver, un homme se tient devant sa chaumière. Il s'appelle Jean Lebrun, 52 ans, le dos voûté par 30 années de labour, les mains calleuses, le visage marqué par le vent et le soleil. Face à lui, un collecteur d'impôts en habit noir. Derrière le collecteur, 2 archers du sel en uniforme sombre, mousqués en bandoulière. Ils ne sont pas là pour plaisanter. La fumée sort timidement de la cheminée de la maison. À l'intérieur, la femme de Jean serre un châle sur ses épaules. Les enfants sont cachés derrière la porte. Ils savent ce qui se passe. Tout le village sait. Le collecteur déroule un parchemin. Sa voix est sèche, administrative, sans émotion. Jean Lebrun, paysan, taille personnelle, 48 livres. Gabelle, 22 livres. 20e, 7 livres. Capitation, 11 livres. Corvée due, 12 jours de travail sur les routes royales. Total à régler avant la Saint-Jean. Faute de quoi saisit des biens. Jean ne dit rien. Il serre les mâchoires. 4,28 livres. Plus les corvées. Il sait qu'il ne pourra jamais tout payer. Il sait aussi que le seigneur local, celui qui possède 3 châteaux et 100 fois plus de terre que lui, ne paiera presque rien. Peut-être 10 livres, peut-être 15, parce qu'il est noble, parce que la loi le protège. Jean Lebrun ignore encore qu'il vit dans le système fiscal le plus injuste d'Europe. Il ignore que le roi lui-même voudrait le changer. Il ignore que cette injustice, dans quelques mois à peine, va faire tomber un royaume vieux de 1000 ans. Ce matin de février 1788, Jean ne sait qu'une chose simple, brutale, insupportable. Il paie pour ceux qui ne paient pas. Et il n'aide pas seul. Partout en France, ce matin-là, des dizaines de milliers de Jean Lebrun reçoivent la même visite, le même parchemin, les mêmes menaces, pendant que dans les salons dorés de Versailles, les courtisans dansent, pendant que la noblesse de cour joue aux cartes et dépense en une soirée ce qu'un paysan gagne en 10 ans. Alors voilà la vérité que personne ne vous a jamais racontée. La Révolution française n'a pas éclaté parce que les impôts étaient trop lourds. Elle a éclaté parce que le système était d'une injustice tellement aberrante, tellement insupportable, qu'il est devenu impossible à maintenir. Parce que ceux qui possédaient tout ne payaient rien, et que ceux qui ne possédaient rien payaient tout. Comparons la propagande officielle et la réalité des archives. La propagande dit « La France est prospère, le royaume est riche, chacun contribue selon ses moyens. » Magnifique, noble, rassurant. Mais maintenant, ouvrons les registres fiscaux de 1788. Ce que nous découvrons est terrifiant. Le tiers-État, c'est-à-dire 96% de la population française, paie environ 90%
Des impôts directs du royaume. Lisez bien ces chiffres. 96% des Français paient 90% des impôts. Pendant ce temps, la noblesse et le clergé, qui possèdent à eux deux près de 40% de toutes les terres de France, sont largement exemptés. Un noble paye en moyenne 10 à 15 fois moins d'impôts qu'un paysan ayant le même revenu. 10 à 15 fois moins. Et encore, c'est une moyenne. Certains grands seigneurs ne paient rien du tout. Leur seule contribution est ce qu'on appelle l'impôt du sang, le devoir de servir le roi à la guerre. Sauf que beaucoup achètent des charges honorifiques qui les exemptent même de ça. Et le clergé dans tout ça. L'Église de France possède environ 10% des terres du royaume. Ses revenus sont colossaux, mais elle ne paie pas d'impôts. À la place, elle verse au roi ce qu'on appelle un don gratuit. Gratuit. Le mot est magnifique, sauf que ce don, c'est l'Église elle-même qui en fixe le montant, généralement autour de 2 millions de livres par an. Une goutte d'eau, comparée à ce qu'elle devrait payer si elle était imposée comme tout le monde. En janvier 1789, un homme va résumer tout ça en 3 phrases qui vont enflammer la France. Il s'appelle Emmanuel Joseph Sieyès. C'est un abbé, mais c'est surtout un intellectuel. Il publie un petit livre de 80 pages. Le titre « Qu'est-ce que le tiers-État ?» La réponse tient en 3 lignes. Qu'est-ce que le tiers-État ? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? À devenir quelque chose. Tout. Rien. Quelque chose. 3 mots. Mais ces 3 mots vont faire l'effet d'une bombe, parce qu'ils disent exactement ce que des millions de Français pensent, sans oser le formuler. Nous faisons tout. Nous ne sommes rien. Nous voulons être quelque chose. Mais revenons à notre Jean Lebrun, parce que pour comprendre ce qu'il vit, il faut plonger dans les détails concrets, il faut sentir le poids de chaque impôt, il faut comprendre que ce système n'est pas juste lourd, il est conçu pour écraser, conçu pour maintenir les pauvres dans la pauvreté, conçu pour protéger les privilèges de ceux qui sont déjà au sommet. Prenez la taille, c'est l'impôt direct principal. En théorie, il est censé être proportionnel aux revenus. En réalité, il est arbitraire, inégal et écrasant. La taille personnelle, celle que paie Jean Lebrun, frappe uniquement les roturiers, jamais les nobles, jamais. Peu importe à quel point un noble est riche, peu importe combien de terres il possède, il est exempt de taille. C'est son privilège de naissance. Et le montant de cette taille, il varie selon les provinces, selon le collecteur, selon le bon vouloir du seigneur local. Il n'y a pas de règle fixe, pas de justice. Si Jean s'enrichit un peu, s'il améliore ses récoltes, s'il achète une vache supplémentaire, immédiatement, sa taille augmente. Le système décourage toute amélioration, toute ambition, toute tentative de sortir de la misère. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la gabelle, l'impôt sur le sel. Et celui-là, il est peut-être le plus haï de tous, parce qu'il touche quelque chose d'essentiel. Le sel, c'est vital. On en a besoin pour conserver la viande, pour le bétail, pour cuisiner. Mais en France, le sel est un monopole royal. Son prix est fixé arbitrairement. Dans certaines régions, il coûte 40 fois son prix de revient. Pire encore, chaque famille est obligée d'acheter un minimum de sel par an. On appelle ça le sel de devoir. Même si vous n'en avez pas besoin, même si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous devez l'acheter, sinon amende. Et si vous essayez d'acheter du sel moins cher en contrebande, vous risquez les galères ou la pendaison. Entre 1730 et 1789, 59 ans, plus de 3000 personnes ont été condamnées à mort pour trafic de sel. 3000 pour avoir voulu acheter du sel à un prix normal. Voltaire, en 1764, a écrit cette phrase terrible. « On pend en France des malheureux pour avoir vendu du sel. On ne pend personne en Angleterre. » Mais attendez, ce n'est toujours pas fini. Il y a aussi les corvées royales.
Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus cruel, parce que là, on ne parle même plus d'argent, on parle de votre temps, de votre force, de votre vie. Imaginez Jean Lebrun en pleine moisson. C'est juillet, le blé est mûr, il faut absolument le récolter avant les pluies. Chaque jour compte, chaque heure compte. Sa famille entière est au champ depuis l'aube. Et soudain, l'officier du roi arrive, ordre de corvée. Jean doit abandonner ses récoltes immédiatement et aller réparer la route royale, 20 kilomètres plus loin, pendant une semaine, peut-être 2, sans être payé, évidemment. S'il refuse, c'est l'amende ou la prison. Alors il part. Il laisse sa famille se débrouiller. Il laisse son blé dans les champs. Et pendant ce temps, la pluie peut arriver. Les récoltes peuvent pourrir. Sa famille peut avoir faim tout l'hiver. Mais peu importe, le roi a besoin de route. Et devinez qui est exempt de corvée. Vous avez deviné, les Salamèdes, nobles, encore eux, toujours eux. Mais voilà où ça devient vraiment révoltant, vraiment insupportable. Tous ces impôts, la taille, la gabelle, les aides, les traites, les vingtièmes, qui les collectent exactement. Pas l'État, non. Des financiers privés. On les appelle les fermiers généraux. Voici comment ça marche. L'État loue le droit de collecter certains impôts à des consortiums de financiers. Ces fermiers généraux paient une somme fixe au roi, disons 100 millions de livres par an. En échange, ils ont le droit de collecter les impôts à la place de l'État, et tout ce qu'ils récoltent au-delà de ces 100 millions, ils le gardent. C'est leur profit. Vous comprenez ce que ça signifie. Plus ils pressent le peuple, plus ils deviennent riches, plus ils sont cruels, impitoyables, sans pitié, plus ils s'enrichissent. Le système les récompense pour leur brutalité, et ces hommes deviennent incroyablement riches. Prenez Antoine Lavoisier. Ouais, le célèbre chimiste, le père de la chimie moderne, celui qui a découvert l'oxygène. Eh bien, Lavoisier est aussi fermier général. Il gagne environ 80 000 livres par an, l'équivalent de plusieurs millions d'euros aujourd'hui, juste en collectant des impôts. En 1794, Lavoisier sera guillotiné. Pendant son procès, il demandera un délai pour terminer ses expériences scientifiques. Le juge répondra cette phrase terrifiante. « La République n'a pas besoin de savants. » Mirabeau, le grand orateur de la Révolution, a dit des fermiers généraux « ce sont les sangsues du peuple ». Et il avait raison. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit, ce qu'on a effacé des livres d'histoire. Louis XVI savait que ce système était pourri. Il le savait depuis le début, et il a tout tenté pour le changer. Dès 1774, il a 20 ans, il vient de monter sur le trône. Il nomme un homme exceptionnel contrôleur, général des finances. Son nom, Anne Robert Jacques Turgot, économiste brillant, penseur des Lumières, ami de Voltaire et surtout réformateur radical. Louis XVI lui donne carte blanche. Il lui dit « Réformez tout ce qui doit l'être, abolissez les privilèges fiscaux, je vous soutiens ». Et Turgot se met au travail. Ces réformes sont révolutionnaires. Abolir les corvées royales, supprimer les corporations qui étouffent le commerce, libérer le marché du grain et surtout imposer les privilégiés, faire payer la noblesse et le clergé comme tout le monde. Imaginez la réaction. La cour explose, les nobles hurlent, le clergé proteste. Les parlements, ces cours de justice composés de nobles, refusent d'enregistrer les édits. Même Marie-Antoinette s'oppose à Turgot. Elle trouve ces réformes trop radicales, trop dangereuses. Pendant 2 ans, Turgot se bat. Mais en 1776, il perd. Louis XVI cède sous la pression. Il renvoie Turgot. Les réformes sont annulées. Tout revient comme avant. Avant de partir, Turgot écrit une lettre au roi. Une lettre prophétique. Il dit « N'oubliez jamais, sire, que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur le billot. » Charles Ier, le roi d'Angleterre décapité en 1649 pendant la Révolution anglaise. Turgot avertit Louis XVI. « Si vous ne réformez pas, vous finirez comme lui. » 13 ans plus tard,
Louis XVI montera à l'échafaud. Turgot avait vu juste. Mais le roi ne renonce pas. En 1777, il rappelle Jacques Necker, un banquier suisse, génial gestionnaire. Et Necker tente une approche différente. Si les privilégiés ne veulent pas payer, au moins que le peuple sache où va son argent. En 1781, Necker publie le Compte-rendu au roi, un document de 200 pages détaillant toutes les dépenses de l'État. C'est révolutionnaire. Pour la première fois, les comptes du royaume sont publics. Le livre devient un best-seller, 100 000 exemplaires vendus, un record absolu. Et le peuple découvre des choses stupéfiantes. Les pensions versées aux courtisans de Versailles, 28 millions de livres par an. Les dépenses de la maison du roi, 40 millions. Les spectacles, les fêtes, les chasses royales, des fortunes. Pendant que les paysans meurent de faim, la noblesse est furieuse. Necker est renvoyé. Mais le mal est fait. Désormais, l'opinion publique sait. Elle a vu les chiffres. Elle a compris où va son argent. Les années passent. La situation empire. En 1783, le roi nomme un nouveau contrôleur général, Charles-Alexandre de Calonne, ancien intendant de Lille, intelligent, ambitieux, optimiste. Au début, Calonne emprunte massivement pour faire tourner l'État. Il pense que la prospérité va revenir, que les rentrées fiscales vont augmenter. Il se trompe. En 1787, Calonne réalise l'ampleur du désastre. Le royaume est au bord de la faillite. Les caisses pompées d'aide sont vides. Plus personne ne veut prêter à la France. Il faut agir. Vite. Alors Calonne fait quelque chose d'audacieux. Il convoque ce qu'on appelle une assemblée des notables. 144 personnalités choisies par le roi. Des princes du sang, des ducs, des évêques, des magistrats. L'élite absolue du royaume. Le 22 février 1787, ils se réunissent à Versailles. Calonne monte à la tribune et il leur annonce la vérité. Une vérité terrifiante. « Messieurs, le royaume est en faillite. Nous dépensons 620 millions de livres par an. Nous n'en collectons que 500. Le déficit est de 120 millions. Chaque année, et la dette ne cesse de grossir. Il faut que tout le monde paie, y compris vous. » Le silence dans la salle est glacial, puis les protestations explosent. Les nobles refusent catégoriquement. « Nous ne paierons pas, c'est contraire à nos privilèges, contraire aux traditions, contraire aux lois fondamentales du royaume. » Calonne insiste, il montre les chiffres, il explique que sans réforme, c'est la banqueroute, l'effondrement total. Rien n'y fait. L'Assemblée des notables refuse tout, et elle dit au roi: « Si vous voulez vraiment réformer, convoquez les États généraux. Laissez la nation décider. » Les États généraux. Personne ne les a convoqués depuis 1614. 174 ans. C'est l'Assemblée qui représente les trois ordres du royaume, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Mais c'est aussi une procédure extrêmement risquée, parce qu'une fois convoqués, les États généraux peuvent échapper au contrôle du roi. Calonne est renvoyé en avril 1787. Mais le problème reste entier. Pire, maintenant, tout le monde sait que le royaume est en faillite. Mais pourquoi exactement la France est-elle endettée? C'est la question essentielle, et la réponse va vous surprendre. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas à cause de Versailles, ce n'est pas à cause des fêtes de Marie-Antoinette, ce n'est même pas à cause de la corruption, c'est à cause de la guerre, des guerres au pluriel. La guerre de 7 ans d'abord, de 1756 à 1763, une guerre mondiale avant l'heure. La France contre l'Angleterre, en Europe, en Amérique, en Inde. La France perd. Elle perd ses colonies, elle perd sa marine et elle accumule 1 milliard de livres de dettes. 1 milliard. Puis vient la guerre d'indépendance américaine. De 1778 à 1783. Louis XVI décide de soutenir les insurgés américains contre l'Angleterre. Pourquoi? Vengeance. Revanche sur les Anglais. La France envoie des troupes, des navires,
des armes, de l'argent, des sommes colossales. La France gagne cette fois. Les Américains obtiennent leur indépendance. Mais le prix est terrifiant. Encore 1 milliard de livres de dette, un autre milliard, au total 2 milliards de livres de dette accumulés en 30 ans de guerre. Et maintenant, le piège se referme. Parce que cette dette, il faut la rembourser. Les intérêts à eux seuls représentent 50% du budget de l'État en 1789. 50%. La moitié de tout l'argent collecté sert juste à payer les intérêts de la dette, pas à rembourser le capital, juste les intérêts. Necker, rappelé une troisième fois en 1788, résume la situation dans une formule terrible. La France paie chaque année, en intérêts de dette, l'équivalent de ce que rapportent tous les impôts. C'est un cercle vicieux. L'État ne peut plus emprunter parce que personne ne lui fait plus confiance. Il ne peut pas augmenter les impôts parce que le peuple est déjà écrasé. Et il ne peut pas réduire les dépenses parce qu'il faut bien payer l'armée, l'administration, la cour. L'État français est paralysé, bloqué, condamné. Et c'est exactement à ce moment-là que le ciel s'en mêle. L'hiver 1788-1789 arrive, le pire hiver depuis 100 ans. Depuis le terrible grand hiver de 1709 qui avait tué des centaines de milliers de Français. Novembre 1788. Le froid s'abat sur la France, un froid terrible, glacial, qui ne lâche pas. Décembre, janvier, février, mars. 4 mois de gel continu. Les rivières gèlent, les moulins s'arrêtent. On ne peut plus moudre le grain. Les routes sont impraticables. Puis en avril, c'est le dégel brutal. Les glaces fondent, les rivières débordent, les inondations ravagent les champs. Les semences sont détruites. Les récoltes de printemps sont perdues. Juillet 1789, c'est la catastrophe. La récolte de blé est désastreuse, la pire depuis des décennies. Le blé manque, le pain devient rare. Et quand quelque chose devient rare, son prix explose. Le prix du pain double, puis triple. Pour le peuple, c'est une condamnation à mort, parce que le pain, c'est 80% de l'alimentation d'un paysan. Quand le pain devient inabordable, c'est la famine. Partout en France, les émeutes éclatent. À Paris, on pille les boulangeries, on attaque les convois de grains, on pend les accapareurs suspectés de cacher du blé pour le vendre plus cher. La France est au bord du gouffre, économiquement, socialement, politiquement. Et c'est dans ce contexte catastrophique, faillite de l'État, famine, révolte, que Louis XVI prend la décision la plus lourde de conséquences de son règne. Le 8 août 1788, il signe l'édit de convocation des États généraux. Pour le 1er mai 1789, la nouvelle se répand dans tout le royaume comme une traînée de poudre. Les États généraux, après 175 ans, c'est historique, c'est inédit, c'est terrifiant aussi, parce que personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Mais surtout, le roi fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de France. Il demande à chaque communauté du royaume, chaque ville, chaque village, chaque corporation, de rédiger un cahier de doléances, un document où les gens peuvent écrire leurs plaintes, leurs demandes, leurs espoirs. Imaginez ce moment. Pour la première fois de leur vie, des paysans comme Jean Lebrun ont le droit de parler, de dire ce qu'ils pensent, de formuler leurs souffrances. C'est révolutionnaire. De mars à avril 1789, partout en France, les communautés se réunissent, dans les églises, dans les granges, dans les places de village. Elles débattent, elles discutent, elles écrivent. 40 000 cahiers de doléances sont rédigés. 40 000, des millions de mots, des millions de voix. La plupart de ces cahiers ont été conservés. Ils sont aux archives nationales. On peut encore les lire aujourd'hui. Et ce qu'ils disent est bouleversant, parce qu'ils ne demandent pas l'abolition de la monarchie. Ils ne demandent pas la révolution. Ils demandent la justice.
Prenez le cahier de doléances du village de Gonneville, en Normandie. Phrase exacte, nous demandons que les impôts, soit gamano, soient répartis également entre tous, sans distinction d'état ni de naissance. Également, entre tous, sans distinction, c'est tout ce qu'ils veulent. Pas moins d'impôts, pas zéro impôt, juste que ce soit juste. Que les nobles paient aussi, que les privilèges tombent, que la loi soit la même pour tout le monde. Le cahier de Montargis dit que les corvées soient abolies et remplacées par un impôt payé par tous, nobles compris. Le cahier de Marseille demande que la gabelle soit supprimée car elle est un fléau pour le peuple. Celui de Troyes réclame que les fermiers généraux soient supprimés et que l'État collecte lui-même ses impôts. Partout, le même message. Partout, la même demande. Justice fiscale, égalité devant l'impôt, fin des privilèges. Le 5 mai 1789, les États généraux s'ouvrent à Versailles. Dans la salle des menus plaisirs, 1200 députés sont réunis, 291 pour le clergé, 270 pour la noblesse et 578 pour le tiers-État. Louis XVI entre. Il prononce un discours. Un discours prudent, conciliant, mais vague. Il parle de réforme, de redressement des finances, mais il ne dit rien de précis sur les privilèges fiscaux. Necker parle ensuite. Pendant 3 heures, il détaille la situation financière, les chiffres du déficit, les propositions de réforme. C'est technique, c'est ennuyeux. Les députés s'impatientent. Mais le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est le mode de vote. Traditionnellement, aux États généraux, chaque ordre vote séparément. Un ordre, une voix. Donc même si le tiers-État a 2 fois plus de députés que les 2 autres ordres réunis, il peut toujours être battu 2 voix contre une. Le tiers-État refuse. Ils veulent voter par tête, tous ensemble. Comme ça, avec leurs 578 députés, ils sont majoritaires. La noblesse et le clergé refusent. Le blocage est total. Pendant 6 semaines, rien ne se passe. Les 3 ordres se réunissent séparément. Ils discutent, ils débattent, mais ils n'avancent pas. Louis XVI tergiverse. Il ne sait pas quoi faire. Il hésite, il temporise. Et c'est là que tout bascule. Le 17 juin 1789, les députés du tiers-État font un coup d'éclat historique. Ils se proclament Assemblée nationale. Ils déclarent qu'ils représentent la nation française. Pas un ordre, pas une classe, la nation entière. C'est révolutionnaire, c'est illégal, c'est de la rébellion pure. Mais ils le font, et ils déclarent « Nous ne nous séparerons pas avant d'avoir donné une constitution à la France ». Louis XVI panique. Le 20 juin, il fait fermer la salle des menus plaisirs. Il espère disperser les députés. Mais ceux-ci ne se laissent pas faire. Ils se réunissent dans une salle de jeu de paume toute proche. 600 députés entassés dans une salle de sport. Et là, debout sur une table, le président de l'Assemblée, Jean-Sylvain Bailly, fait prêter serment à tous les Tobessiaoui, députés, le serment du jeu de paume. Nous jurons de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie. Tous lèvent la main, tous jurent. Un seul député refuse. Les autres l'insultent, le huent, le menacent. Mais le serment est prêté. La révolution vient de commencer. Pas avec des armes, pas avec du sang, avec des mots, avec un serment. Le roi ne contrôle plus rien. Le 23 juin, Louis XVI convoque une séance royale. Il entre dans la salle, il s'assoit. Il ordonne aux 3 ordres de se séparer et de délibérer chacun de leur côté. Il annule toutes les décisions prises par le tiers-État. Puis, il se lève et quitte la salle. La noblesse et le clergé le suivent. Mais le tiers-État reste assis. Silence total. Le grand maître des cérémonies revient. Il dit « Messieurs, vous avez entendu l'ordre du roi ». Et là, Mirabeau se lève, le tribun, la voix puissante, et il prononce ces mots légendaires « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Le roi cède, il n'envoie pas l'armée, il accepte.
Le 27 juin, il ordonne aux 3 ordres de se réunir ensemble. La monarchie absolue vient de mourir. Mais la rue n'attend pas les décisions des députés. À Paris, la colère monte. Le pain est toujours hors de prix. Le chômage explose. Les rumeurs circulent. On dit que le roi rassemble des troupes autour de Paris, qu'il prépare un coup de force, qu'il va dissoudre l'Assemblée par la force. Le 11 juillet, Louis XVI renvoie Necker. Encore, c'est la goutte d'eau. Le peuple de Paris considère Necker comme son protecteur, son défenseur face aux privilégiés. Son renvoi est perçu comme une déclaration de guerre. Le 14 juillet 1789, la foule parisienne prend d'assaut la Bastille, cette vieille forteresse qui symbolise l'arbitraire royal. Les gardes tirent, il y a des morts, mais finalement, la garnison se rend. Le gouverneur est massacré. Sa tête est promenée au bout d'une pique dans les rues de Paris. Louis XVI, à Versailles, apprend la nouvelle. On raconte qu'il demande « C'est une révolte ?» et le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, lui, répond « Non, sire, c'est une révolution. » La prise de la Bastille déclenche ce qu'on appelle la Grande Peur, une vague de panique qui balaye la France rurale. Les paysans ont peur que les nobles se vengent. Alors ils prennent les devants. Partout, ils attaquent les châteaux. Ils brûlent les archives seigneuriales, ces registres où sont inscrits leurs dettes, leurs corvées, leurs obligations. Des centaines de châteaux partent en fumée. La noblesse est terrorisée. Beaucoup de nobles fuient à l'étranger. Ceux qui restent comprennent que quelque chose doit changer. Vite. Et c'est là que se produit l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire de France. La nuit du 4 août 1789. Ce soir-là, l'Assemblée nationale se réunit. L'atmosphère est électrique. Un député noble, le vicomte de Noailles, monte à la tribune. Et il dit quelque chose d'incroyable. Il faut abolir les privilèges féodaux. Tous, immédiatement. Silence, stupéfait. Puis un autre noble se lève, le duc d'Aiguillon. Il propose d'abolir les corvées. Puis un évêque propose d'abolir les dîmes. Puis un autre noble propose d'abolir les exemptions fiscales. Et c'est comme une digue qui cède. Pendant toute la nuit, les députés renoncent à leurs privilèges, les uns après les autres. Les privilèges fiscaux, les droits seigneuriaux, les monopoles de chasse, les justices seigneuriales, les inégalités entre provinces. Tout s'effondre, tout est aboli. Le comte de Virieu, qui était présent cette nuit-là, a écrit dans ses mémoires « C'était une ivresse, une folie collective. Nous ne savions plus ce que nous faisions. Nous étions tous fous. Au petit matin du 5 août, c'est terminé. Le système fiscal de l'Ancien Régime n'existe plus, rayé de la carte, disparu, après 1000 ans. Mais il est déjà trop tard pour sauver le royaume, trop tard pour sauver la monarchie absolue. La révolution est lancée. Elle ne s'arrêtera n'a plus. Alors est-ce que la révolution a éclaté à cause des taxes? Non, elle a éclaté parce que le système fiscal incarnait l'injustice absolue, parce que ceux qui possédaient tout refusaient de payer, parce que ceux qui ne possédaient rien étaient écrasés, parce que l'État protégeait les privilégiés au lieu de protéger le peuple. Et voici ce qu'on ne dit jamais dans les manuels scolaires. Louis XVI a essayé de réformer, vraiment essayé. Il a nommé Turgot, il a rappelé Necker 3 fois, il a convoqué l'Assemblée des notables, il a accepté les États généraux. Il voulait sincèrement que le système change, mais il n'a jamais eu le courage de briser les résistances, de forcer les privilégiés, d'imposer sa volonté. Il a toujours cédé, toujours reculé, et c'est cette faiblesse qu'il a perdue. Dans une lettre privée d'août 1788, découverte dans les archives royales, Louis XVI écrit « Je voudrais tant que chacun paie sa juste part. Mais comment puis-je contraindre ceux qui m'entourent ?» Cette phrase résume tout. Le roi le plus puissant d'Europe était paralysé par son entourage, prisonnier des privilèges qu'il voulait abolir. La leçon de cette histoire dépasse la fiscalité. Elle touche à quelque chose de profondément humain.
L'injustice, quand elle devient systémique, quand elle est gravée dans la loi, quand elle protège les puissants et écrase les faibles, elle finit toujours par exploser. Toujours. Les paysans de 1789 ne voulaient pas renverser le roi. Ils voulaient simplement être traités avec dignité. Ils voulaient que la loi soit la même pour tous. Ils voulaient payer, oui, mais pas à la place des autres. Jean Lebrun, ce paysan de Picardie que nous avons rencontré au début, il est mort en 1793 pendant la Terreur, emporté par la fièvre dans un hôpital de fortune. Mais avant de mourir, il a vu ses enfants libérés des corvées. Il a vu les privilèges fiscaux abolis. Il a vu naître une France où, au moins en principe, chacun devait contribuer selon ses moyens. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir si cette promesse serait vraiment tenue. Mais il est mort en sachant qu'il s'était battu pour quelque chose de plus grand que lui, pour la justice. Aujourd'hui encore, quand nous payons nos impôts, nous héritons de cette révolution. L'idée que chacun doit contribuer selon ses moyens, l'idée que les privilèges fiscaux sont intolérables, l'idée que la loi fiscale doit être juste, transparente, égale pour tous. C'est cela, le véritable héritage de 1789. Non pas la guillotine, non pas la terreur, mais cette vérité simple, payée dans le sang et les larmes. Une société ne peut tenir que si la justice fiscale est au cœur du pacte social. Les taxes n'ont pas déclenché la Révolution française. C'est l'injustice des taxes qui l'a déclenchée, et c'est une leçon que nous ne devons jamais oublier.